La semaine dernière, j'ai parlé de l'hydrodynamique fluctuante et on avait vu que quand la taille d'un système devient très grande, le bruit devient petit, il est d'ordre 1 sur racine de L. Et donc, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la limite d'un faible bruit, j'avais commencé à vous parler de l'équation de Langevin. Je vais terminer aujourd'hui d'en parler pour arriver à ce qu'on appelle l'équation de Hamilton-Jacobi. Et on verra plus tard, aujourd'hui, comment cette équation peut s'écrire également dans le cadre de l'hydrodynamique fluctuante, c'est-à-dire pour des systèmes étendus. Donc, je vous rappelle la question, le type de question qu'on se posait dans le cadre d'une équation de Langevin. On avait une variable, ça pourrait être un vecteur, quelques variables, qui évoluent avec une partie déterministe plus un bruit. Et ce bruit, on va supposer qu'il est petit. Il est nul, c'est un bruit blanc gaussien, et ce bruit est supposé être petit. Donc je mets un epsilon delta de t moins t+. Ce qu'on voudrait, c'est, dans le régime stationnaire, c'est-à-dire si on attend très longtemps, trouver la probabilité stationnaire, P de Q, qui va être de la forme e puissance moins un certain phi de Q sur epsilon. Et ce phi de Q, c'est ce qu'on appelle un quasi-potentiel, en général. Donc, dans des cas à l'équilibre, ça se réduit au potentiel. Enfin, il y aura un petit facteur 2 qui vient de la normalisation qu'on a pris ici. Mais ce phi de Q, c'est un quasi-potentiel. Et le but est d'essayer de savoir comment le calculer pour des systèmes de basse dimension. Alors, ça généralise donc la notion de potentiel ou de poids de Boltzmann ou d'énergie libre. Alors, il y a toute une théorie qui est due à Friedlin et Wenzel, que je ne vais pas décrire ici, d'ailleurs j'en serais sans doute incapable, et qui traite le cas de systèmes dynamiques avec, par exemple, beaucoup de points fixes, beaucoup de points où f de q s'annule. Ici, je vais faire une hypothèse simple, qu'il n'y a un seul point fixe, c'est-à-dire tel que f de q bar égale 0, et un seul point fixe, disons, attractif ou stable. Donc c'est une hypothèse de simplification. En fait, pour les problèmes étendus, on sera dans des situations comparables, c'est-à-dire où il n'y a aussi qu'un seul profil stationnaire. Donc, quand je fais cette hypothèse, j'exclus des cas qui sont intéressants, que j'avais envie de traiter aussi dans ce cours, mais je crois que je n'aurai pas le temps, qui seraient des situations, par exemple, où il y a un double puits. Donc, ce serait où, par exemple, le potentiel, il y aurait un U de Q qui est de cette forme-là, c'est-à-dire plusieurs points où f de Q s'annule. Des cas où il y aurait une dynamique périodique, par exemple, dans l'état stationnaire, le système ne serait pas arrêté en un point, mais aurait une évolution temporelle périodique. Donc ça serait un attracteur périodique, où on pourrait imaginer aussi ce qu'on appelle des attracteurs étranges. Bon, de tout ça, je ne vais pas en parler pour ne pas se perdre trop dans ces systèmes de basse dimension. Alors, bien évidemment, s'il y a un seul point fixe, on s'attend à ce que le système, s'il n'y avait pas de bruit, va aller vers ce point fixe, et donc que phi de q bar sera égal à 0. La probabilité de se trouver au point fixe sera d'ordre 1. Et maintenant, l'idée pour avoir le quasi-potentiel en un point quelconque, c'est de se dire, eh bien, il y a le point q bar quelque part. Bon, ici, je le fais à une dimension, donc il y a une certaine valeur q bar ici, et je voudrais être à un instant t. Alors, attendez, je vais faire un dessin en dimension quelconque, si vous voulez. Il y a un certain point fixe dans l'espace dq q bar. Je me pose la question, quelle est la probabilité de se trouver en q à un certain instant? Il va y avoir a priori beaucoup de chemins.
mais ce qui va se passer, c'est que dans les limites d'un faible bruit, il y a un seul chemin qui domine, qui va me permettre d'aller de l'état stationnaire, où le système se trouve pratiquement tout le temps, vers une certaine valeur de Q qui est là. Donc il va y avoir un chemin qui domine, et on va donc écrire que le quasi-potentiel phi de Q sur epsilon, ça va être égal à maximum. Normalement, ça serait une somme sur tous les chemins, mais comme les poids des chemins ont un 1 sur epsilon dedans, eh bien ça va être maximum sur les tantôt de maximum sur toutes les trajectoires tau prime qui vont du point fixe, donc toutes les trajectoires qui vont avec Q de moins tau égale Q bar, Q de 0 égale Q. Donc on prend toutes les trajectoires qui vont de Q bar à Q, et puis on va prendre le poids de chaque trajectoire. Donc on ne se préoccupe pas des préfacteurs parce que epsilon est petit, et donc toutes les puissances de epsilon qui pourrait y avoir devant ne sont pas importantes. 1 sur 2 epsilon, l'intégrale de moins tau à 0 de Q point moins F de Q au carré sur 2. Des taux, pardon. Donc ça va être... Donc il faut a priori prendre toutes les trajectoires. Donc on prend d'abord les trajectoires qui vont prendre un temps tau, et puis après on va maximiser sur tous les temps tau, et ça va donner le quasi-potentiel. Donc l'image qu'il faut avoir, c'est que pour epsilon quelconque, si epsilon n'était pas petit, eh bien au cours du temps, Q à l'instant t, à l'instant tau, disons, eh bien, aurait une forme de ce genre, il fluctuerait autour de la valeur Q bar, il fluctuerait, et de temps en temps, une fluctuation lui permettrait d'atteindre une certaine valeur Q. Donc ça, c'est quand epsilon est quelconque. Quand epsilon tend vers 0, l'image est la suivante. Il y a cette valeur Q bar. Le système passe pratiquement tout son temps autour de Q bar. Si on veut atteindre une certaine valeur de Q, eh bien, il va y avoir essentiellement une trajectoire qui va lui permettre d'atteindre cette valeur Q. Toutes les autres vont avoir un poids beaucoup plus grand, beaucoup plus petit, pardon, et donc vous payez un prix beaucoup plus fort. Bon. Alors, je vais redire quelque chose que j'ai dit la dernière fois, mais que je vais peut-être être un petit peu plus précis. C'est ce qui se passe quand on est à l'équilibre. Donc, quand on a une dynamique d'équilibre, ça peut être en dimension 1 ou en dimension supérieure, alors la force, dire que j'ai une dynamique d'équilibre, c'est juste dire que la force dérive d'un potentiel. Alors, qu'est-ce que va me donner le quasi-potentiel? Donc, le quasi-potentiel, il va falloir que je minimise cette action, et donc phi va être le minimum, phi au point Q va être le minimum sur toutes les trajectoires, donc tous les Q de tau prime, enfin bon, toutes les trajectoires, je ne réécris pas le fait que la trajectoire part du point fixe et arrive en Q, je prends toutes les trajectoires et je vais payer le prix de la trajectoire, et je cherche la trajectoire qui me coûte le moins cher, donc je vais de moins tau à 0 de Q point moins F de Q au carré sur 2 dt. La dernière fois, on avait vu pourquoi il faut regarder cette action, ou des taux, pardon. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Et maintenant, je vais faire un changement de variable en disant j'appelle Q tilde de taux, c'est égal à Q de moins taux. Donc, c'est juste un changement de variable. Bon, donc, ceci, si je fais ce changement de variable, eh bien, phi va être le minimum d'un Q tilde sur un Q tilde,
qui va du temps 0 au temps tau, de intégrale de 0 à tau de q tilde point, donc il y aurait moins q tilde point moins f dq, donc ça fait q tilde point plus f de q tilde au carré sur 2 des taux. C'est juste ce changement de variable. Et maintenant, je peux poursuivre un tout petit peu en faisant apparaître la véritable action. Donc ça me donne égal un minimum intégrale de 0 à tau de q tilde point moins f de q tilde. Donc volontairement, je fais apparaître l'action de la trajectoire q tilde plus, et là j'ai 2 intégrales de 0 à tau de f de q tilde point des taux. J'ai fait un changement de variable, j'ai enlevé un terme, j'ai enlevé, disons, le terme qui n'est pas diagonal, le terme croisé, je l'ai rajouté ici, et maintenant, comme ça dérive d'un potentiel, ceci, je peux le calculer, et c'est 2 u de q moins u de q bar. Donc en fait, ce terme, il est tout intégré, donc il ne dépend pas de la trajectoire, et donc si je veux minimiser phi de q, il faut que je minimise cette action. Il y a un terme que je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le minimiser, il est fixe. Et puis il y a ça, et celui-là, il y a une façon très simple de le minimiser, c'est de dire q tilde point égale f de q tilde, c'est-à-dire que la trajectoire q tilde, eh bien, elle suit la dynamique normale, et donc le mieux que j'arrive à faire, c'est de prendre pour q tilde la trajectoire qui retourne à l'équilibre, et ça va annuler complètement cette action, et donc ça me donne ce à quoi je pouvais m'attendre, c'est que le quasi-potentiel, il est donné par effectivement le potentiel. Comme je vous le disais, il y a ce facteur 2 qui tient juste du fait que je n'ai pas mis un 2 dans cette définition du bruit. Après, c'est juste une question de choix. Donc ça me dit la chose suivante, que je vous avais déjà dit la dernière fois, c'est qu'au cours du temps, ici il y a q bar, la trajectoire qui va atteindre une certaine valeur de q, c'est exactement la même trajectoire avec laquelle le système relaxe. Ça, c'est quand le système est à l'équilibre. Quand il est hors d'équilibre, je vais prendre un exemple et on va voir que ceci n'est pas vrai. Donc, là, c'est trajectoire 1 et trajectoire 2. Donc, elles sont identiques. Quand on n'est pas à l'équilibre, je vais prendre l'exemple que j'avais déjà évoqué dans le passé, c'est f de q égale une force constante moins du sur dq. Alors, je peux donc, et ça, je le prends sur un cercle avec q compris entre 0 et 1. Et donc, tout ça est périodique. J'ai une dynamique sur un cercle avec une force constante. Donc, ça veut dire que cette force va contribuer à établir un courant. Donc, s'il y a un courant, le système est hors d'équilibre. Alors, je peux définir un pseudo-potentiel que j'appelle phi tilde de q, qui est juste l'intégrale de la force. Donc, je vais d'un certain point q0 à un point q, et j'intègre cette force dans son ensemble, f de q' dq'. Donc, ce quasi-potentiel, il va y avoir le point, disons, q bar ici, et quand je vais intégrer, eh bien, typiquement, je vais trouver une forme de quasi-potentiel phi tilde de q, qui va être une forme de ce genre, disons. Et le point important, c'est que quand je calcule ce quasi-potentiel, que je vais à 0 ou que je vais à 1,
eh bien, je ne retombe pas sur la même valeur. Souvenez-vous que tout ça est sur un cercle, donc quand j'arrive au point 1, c'est comme si j'étais au point 0, mais en réalité, quand j'intègre cette force, quand j'intègre cette force, l'intégrale, ce sera simplement f si je prends un cercle d'unité. Donc, en général, il va y avoir une différence entre ces deux bords. Maintenant, on peut se demander à quoi va ressembler le quasi-potentiel. Donc, le quasi-potentiel, c'est la probabilité dans l'état stationnaire de trouver une certaine valeur Q. Bien, le quasi-potentiel, il va avoir la forme suivante. Il va avoir essentiellement la forme de ce pseudo-potentiel qui est simplement obtenu en intégrant, et puis au-delà, il va être constant. Donc quand il va dépasser ce maximum, il va être constant. Donc voilà à quoi ressemble le quasi-potentiel dans ce cas-là. Alors, à quoi ressemble une trajectoire d'excitation? Bien, si je prends un point qui se trouve ici, comment j'atteins une fluctuation ou une déviation? La trajectoire qui monte et la trajectoire qui descend sont identiques. Donc, pour des points qui sont dans cette partie courbe du quasi-potentiel, eh bien, la trajectoire pour fabriquer une fluctuation ou la trajectoire pour relaxer sont les mêmes. Par contre, si je prends un point qui se trouve ici, eh bien, si je faisais le dessin du potentiel, je continuais par périodicité, si vous voulez, pour atteindre ce point, eh bien, la trajectoire la plus économique, ce que ça me coûte, c'est de combien il faut que je monte, un peu comme en montagne, combien il faut monter de mètres, c'est ça qui me fatigue. Et donc, pour atteindre ce point, la trajectoire pour y aller va être cette trajectoire-là, je vais plutôt passer par le sommet. Par contre, manifestement, si je suis en ce point, que je relaxe, je laisse le système relaxer, eh bien, la trajectoire de relaxation va être celle qui va vers la droite. Et donc, vous voyez que le système hors d'équilibre, dans cet exemple très simple, a cette propriété que la trajectoire qui amène à une fluctuation n'est pas la même que la trajectoire avec laquelle cette fluctuation relaxe. Bon. Alors, dans cet ordre d'idées, je vais maintenant essayer d'écrire ce qu'on appelle l'équation de Hamilton-Jacobi, qui est empruntée à la mécanique analytique. Et en fait, cette équation d'Hamilton-Jacobi, je vais l'établir ici, et on l'établira un peu plus tard aujourd'hui dans le cadre de l'hydrodynamique fluctuante pour des systèmes étendus. Alors, l'équation de Hamilton-Jacobi dans un régime stationnaire. Alors, l'idée est très simple. Il y a mon point fixe, le point stationnaire. S'il n'y avait pas de bruit, je resterais là et je ne bougerais pas. Et puis, je voudrais atteindre un certain point Q. Et donc, comme on l'a vu, pour trouver le quasi-potentiel, il faut trouver la meilleure trajectoire, celle qui me coûte le moins cher pour aller au point Q. Et a priori, je peux avoir autant de temps que je veux pour le faire. Le plus souvent, il faut un temps le plus long possible. Mais bon. Et maintenant, je me dis, si je suis au point Q à un certain moment, bien cette trajectoire, elle a bien dû passer par un autre point, Q', un tout petit instant avant. Donc je vais essayer d'analyser, de dire
pour aller en Q, il a fallu d'abord arriver à Q'. Encore une fois, si vous prenez cette idée en montagne, je vais aller là-haut, je vais d'abord essayer de passer par le refuge, et puis après, je ferai la dernière étape. Mais là, je regarde juste le petit intervalle de temps final. Donc, on a envie de se dire la probabilité d'atteindre Q au bout d'un temps tau, en étant parti de Q bar, eh bien, ça va être l'intégrale sur tous les points possibles où j'aurais pu passer, la probabilité d'atteindre le point Q' en un temps un petit peu plus court, et puis la probabilité, pendant le temps d tau, d'aller de Q' à Q. Alors on se dit que si ce temps d tau est petit, eh bien Q' et Q vont être à côté l'un de l'autre, parce que le bruit va pas me permettre ni le bruit ni la force ne vont pas me permettre de faire des grandes distances. Alors, si je mets la forme du quasi-potentiel, donc je dis que ceci c'est puissance moins phi tau de Q sur epsilon, hein, toujours quand je suis dans un faible bruit, eh bien, cette intégrale, elle va être dominée par le point Q', un certain point Q' qui va rendre cette probabilité maximum. Hein. A priori, si epsilon n'était pas petit, ben il y aurait beaucoup de trajectoires, je pourrais arriver de multiples façons au point Q, mais là, comme c'est très très raide, eh bien, pour arriver en Q, il y a un Q' qui est le mieux, le plus facile pour l'atteindre, et donc le phi, phi tau de Q, il va être de la forme donc je vais dire que Q' c'est un Q moins delta Q, hein, puisqu'ils sont tout près. Donc au lieu de parler de Q', je vais appeler delta Q. Et donc phi tau de Q, c'est le minimum sur tous les delta Q de phi de tau moins d tau, Q moins delta Q. Donc ça, c'est ce que ça me coûte d'arriver au point Q'. Et puis, il y a un coût additionnel qui est ce que ça me coûte pour aller de Q' à Q. Il faut que je fasse la distance delta Q pendant le temps dt. Donc c'est f de Q d tau au carré sur 2 delta tau. J'espère que je mets les delta tau aux bons endroits. Donc normalement, ici j'écris Q point moins f de Q au carré sur 2. Et si je ne me suis pas trompé, là j'ai un petit doute en l'écrivant, mais je pense que j'ai refait le calcul, donc je pense que j'ai mis les delta tau aux bons endroits. Mais sinon, c'est rien du tout de le corriger. Quand on est face au tableau, on a un peu plus de mal à le voir. Donc ça, c'est ce qui va me donner la probabilité d'arriver au bout d'un temps tau en Q. Mais maintenant, pour le quasi-potentiel, peu m'importe, ça n'a pas d'importance le moment où j'y arrive. Donc en fait, le phi de tau ne m'intéresse pas. Et donc j'ai écrit ça dans le régime stationnaire directement pour le quasi-potentiel phi. Bon. Maintenant, cette quantité-là, c'est phi de Q moins dφ sur dq delta Q, hein, puisque delta Q est petit. Et donc, vous voyez maintenant que chercher le minimum sur tous les delta Q, chercher le minimum, c'est une forme quadratique, c'est en delta Q carré. Donc, je peux trouver le minimum et remplacer. Et je veux que phi de Q, qui est là, égale phi de Q plus quelque chose. Et donc, le quelque chose, il faut qu'il vaille 0. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est de chercher le minimum en delta Q, de calculer la contribution du minimum et de dire que la contribution de ce minimum est égale à 0. Et donc ça me conduit à l'équation de Hamilton-Jacobi, qui est l'équation suivante. Ça va me dire que f carré de Q moins 1 demi
de dφ sur dq plus f de q au carré égale 0. Donc voilà une équation que doit satisfaire le quasi-potentiel, que le système soit à l'équilibre ou pas, que la force dérive d'un potentiel ou pas. Ça, c'est l'équation de Hamilton-Jacobi que doit satisfaire le phi. Donc, un petit détour là que je ne vois pas très bien, mais l'équation, j'en suis sûr, je l'ai bien vérifié. Et donc ça, c'est une formule qui est valable en dimension quelconque. Alors, non seulement il y a cette équation d'Hamilton-Jacobi, mais j'ai quelque chose en prime. En prime, bien, j'ai cherché l'optimum. Hein, donc, encore une fois, l'équation d'Hamilton-Jacobi, elle revient à dire, voilà, delta Q est petit, je cherche le minimum, il faut que le minimum de tout ce qui sort là est égal à 0 pour que phi de Q soit égal à phi de Q. Mais ce que j'ai en prime, c'est ce que vaut delta Q, et donc ça me dit que delta Q, si je cherche l'extrémum, il vaut f de Q plus dφ sur dq fois delta fois détour. Et donc ça me donne la trajectoire optimale. La trajectoire optimale, elle vaut q point égale f de q plus dφ sur dq. Donc si j'ai le quasi-potentiel, je peux identifier la trajectoire optimale qui va arriver en un point Q. Et si je veux chercher le quasi-potentiel, il faut que j'arrive à résoudre cette équation. Alors cette équation, il y en a une. Pour toute valeur de Q, j'ai cette équation à satisfaire. Et ça, c'est l'équation pour le quasi-potentiel. Alors, dans le cas à l'équilibre, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que quand f dérive d'un potentiel, j'écris à une dimension, mais ça pourrait être le gradient en dimension quelconque, alors phi est égal à 2 u de q moins u bar u de q bar. Et par conséquent, si vous remplacez là-dedans, vous trouvez que q point égale moins f de q, c'est-à-dire la trajectoire qui monte vers la fluctuation, c'est la symétrique dans le temps de celle qui relaxe. Et ça, c'est une propriété qui est connue sous différentes formes, en particulier à partir des travaux de Onsager-Maschlup qui doivent dater des années 50. Peut-être un mot pour parler encore de cette équation de Hamilton-Jacobi. Une autre façon de l'obtenir est de partir de l'équation de Fokker-Planck. Hein, donc c'est juste une remarque, si vous voulez. Équation de Fokker-Planck. L'équation de Fokker-Planck, elle me dit comment évolue. J'écris tout ça toujours en une dimension, mais le fait de l'écrire en dimension quelconque, ça généralise sans aucune difficulté. Moins d sur dq de f de q pt de q, la probabilité de trouver le système au point q à l'instant t, plus epsilon sur 2 d de p sur dq2. Bon, dans le régime stationnaire, on peut oublier ça. Et si on rentre dans ce genre d'équation un pt de q qui est de la forme e puissance phi de q sur epsilon, donc si on se dit, si p vérifiait cette équation, quelle est l'équation que doit vérifier le quasi-potentiel? Eh bien, vous rentrez ça là-dedans et vous trouvez l'équation de Hamilton-Jacobi, que j'écris ici, enfin, sous une forme équivalente. Ça implique f de q dφ sur dq, moins 1,5 dφ sur dq carré, de dφ sur dq carré, et puis il y a plus epsilon
f' de q plus d2 phi sur dq2. Et donc, dans le cas simple où je me suis placé, c'est-à-dire où il n'y a qu'un seul état stationnaire stable et tout ça, eh bien finalement, le terme en epsilon, il est petit, il est légitime de l'oublier. Dans les cas où il y a plusieurs extrémas, les cas plus compliqués, essentiellement, il y a cette équation, mais de temps en temps, on arrive à des points un peu particuliers où il faut faire attention, et donc il faut prendre en compte ce terme. C'est toutes les histoires de méthode WKB qui existent en physique quantique. Bon. Alors, je voudrais faire encore une autre remarque et donner un tout petit exemple. Donc là, on a cette équation de Hamilton-Jacobi, et maintenant, en dimension plus grande que 1, elle va s'écrire gradient de phi plus la force au carré moins la force au carré égale 0. Et je vous laisse vérifier qu'on peut, par exemple, modifier la force sans changer le quasi-potentiel. Par exemple, si on prend comme force F égale moins gradient de phi, on va simplifier le quasi-potentiel, et qu'on lui rajoute une petite force, eh bien, c'est possible de rajouter, enfin petite ou grande d'ailleurs, de rajouter une force qui ne va pas du tout modifier le quasi-potentiel. Il suffit de mettre ça dans l'équation qui est là-haut, et on aboutit au fait que, j'ai peut-être oublié, non, les demi ne sont pas là, et on aboutit au fait qu'il faut que, si on rajoute une force qui est orthogonale au gradient de phi, eh bien, ça ne change pas le quasi-potentiel. Donc, il y a plusieurs systèmes qui ont des forces différentes et qui ont exactement le même quasi-potentiel. Et un exemple simple, c'est de prendre à 2 dimensions, de dire, voilà, je prends donc, un point qui va être donné Q, qui a 2 coordonnées, Q1 et Q2. Et maintenant, je prends comme force quelque chose de très simple, qui est linéaire, moins Q1 moins Q2, plus lambda Q2 moins Q1. Donc voilà, voilà une force, c'est linéaire, donc tout peut se faire de toutes les façons qu'on veut, puisque les positions vont être des variables gaussiennes, donc on peut tout calculer, et le quasi-potentiel, il va valoir Q1 carré plus Q2 carré, et la chose importante, c'est qu'il ne dépend pas de lambda. Donc il y a des systèmes qui ont des forces différentes et qui n'ont pas le même et qui ont le même quasi-potentiel. Alors, donc, cette équation de Hamilton-Jacobi, elle a l'air un peu compliquée, mais a priori, dans cet exemple-là, je vous encourage éventuellement à le faire si ça vous amuse, c'est facile. Vous mettez la force et vous cherchez quel est le phi qui est solution de cette équation. Et vous allez trouver ce phi qui ne dépend pas de lambda. Et a priori, on peut, si on avait une force qui était non linéaire, si on rajoute des termes non linéaires, eh bien on peut, en travaillant avec l'équation Hamilton-Jacobi, calculer tout le développement du quasi-potentiel autour du point fixe. Donc on va chercher tous les coefficients de manière perturbative. C'est peut-être pas très amusant à faire, mais ça ne pose aucune difficulté de principe. Donc voilà. On arrive à cette équation de Hamilton-Jacobi, et ça marque la fin de ce que je voulais dire sur l'équation de Langevin. En fait, j'avais d'autres aspects, peut-être que si j'ai un peu de courage, je les mettrai dans les notes. Mais maintenant, je vais passer à l'aspect des systèmes étendus, et donc cette théorie qui date du début des années 2000, qui est la théorie des macroscopiques ou des fluctuations macroscopiques. Donc, normalement, c'est 12.
la théorie des fluctuations macroscopiques. Donc cette théorie, au départ, c'est des travaux d'un groupe, enfin je dis d'Italiens, mais ils ne sont pas tous italiens dedans. Il y a un Brésilien, Bertini, Desolé, Gabrielli, qu'on a vu ici, Jonalasigno et Landim, donc qui est brésilien. Et bon, ça commence en 2001, mais ils ont écrit une revue que j'avais citée, je crois qu'il y a en 2015, qui s'intitule Théorie des fluctuations macroscopiques. Et donc, je vais essayer de vous montrer d'abord comment on définit ce qui joue le rôle du quasi-potentiel, et puis comment on arrive à l'équation de Hamilton-Jacobi. Et donc, de manière sauf que l'équation aurait l'air un petit peu plus compliquée, mais pas tant que ça. Et ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire que d'écrire l'équation de Hamilton-Jacobi permet de calculer le quasi-potentiel, bien ça s'appliquera aussi, sauf que comme ça sera non pas des points, mais des fonctions, ça fait un peu plus peur, mais en fait l'idée est exactement la même que celle que j'ai indiquée aujourd'hui. Alors, donc, quand on prenait l'équation de Langevin, elle avait cette forme, hein, Q point égale F de Q plus eta, et eta valait à epsilon de delta de t moins t', et epsilon était petit. Hein, ça, c'est ce qu'on a discuté jusqu'à présent. Et maintenant, on a l'hydrodynamique fluctuante. Alors, dans l'hydrodynamique fluctuante, on a non pas un point dans l'espace des phases, mais deux fonctions. On a à chaque instant un profil de densité et on a un profil de courant. Donc on a deux champs, et ces deux champs évoluent. Alors le courant, on a vu qu'il évoluait comme d2 ρ prime plus un bruit, et le bruit, il va aller 0 en moyenne, et c'est un bruit blanc gaussien. Au point x, taux état de x', taux prime, eh bien, il y a ce sigma dont on a beaucoup parlé déjà, de ρ, de x et de taux. Et puis il y a deux deltas, un delta spatial et un delta temporel, mais bon, c'est essentiellement la même chose. Et par ailleurs, d ρ sur des taux moins plus dj sur dx valent 0. Bien sûr, ça je le fais à une dimension, mais on pourrait le faire en plusieurs dimensions d'espace. Et maintenant, donc c'est vraiment l'analogue, et peut-être ce que j'ai oublié de mettre, c'est le L ici, qui est la taille du système, et donc ici on a L grand, qui revient à dire qu'on a un petit bruit. Donc on est vraiment dans la même configuration. La seule chose, c'est qu'au lieu d'avoir des points, on a des fonctions. Alors, de la même façon que précédemment, eh bien, si j'ai en fonction de x mon système qui est en contact avec mes deux thermostats, ou mes deux réservoirs, eh bien, au point 0, il y a une certaine densité ρA, au point 1, il y a une certaine densité ρB, et il va y avoir un profil stationnaire du système qui est ρ bar de x, qui est l'attracteur, d'une certaine manière, le système, selon cette évolution, s'il n'y avait pas de bruit, il irait vers cette trajectoire. Et maintenant, ce que je me pose comme question, c'est quelle est la probabilité de voir un autre profil de densité, donc de voir un profil, je ne sais pas, par exemple comme ça. Quelle est la probabilité de voir ce ρ de x à un instant t? Et
cette probabilité de voir un ρ de x, donc hein, c'est de voir une certaine fonction de ρ de x, eh bien, ça va être de la forme L est grand, donc le bruit est petit, ça va être L, une certaine fonctionnelle de ce ρ de x. Et ce que j'ai raconté tout à l'heure pour obtenir l'équation de Hamilton-Jacobi, ça va fonctionner de la même façon. Quand L est grand, il y aura une seule trajectoire qui va m'amener de la trajectoire blanche à la trajectoire rouge, hein, puisque le L est là pour faire que la somme sur toutes les trajectoires va se réduire à une trajectoire unique. Et pour obtenir Hamilton-Jacobi, je vais dire que pour arriver à ρ de x, à l'instant auparavant, il aura fallu que je sois dans un profil de densité ρ de x moins delta ρ de x, juste avant de faire le pas final pour aller vers ρ de x, je serais passé par un profil précédent. Et donc, il va falloir que j'écrive une équation comme celle qui est encore au tableau de Hamilton-Jacobi, d'ailleurs que je vais mettre dans un coin parce que tout à l'heure on va en écrire une qui va ressembler à celle-là. Comme ça vaut 0, le 1,5, on peut l'enlever si on veut. Bon. Alors, comme maintenant on est en train de parler de fonctionnel, donc ça va être la fonctionnelle, le quasi-potentiel, c'est une fonctionnelle du profil. Bon, disons, on n'est pas forcément très habitué à penser en termes de fonctionnel, donc je voudrais juste dire en quelques mots une façon de se repérer par rapport à une fonctionnelle. Eh bien, imaginons que je prenne un de ces modèles dont on a déjà discuté, donc il y a des particules qui sautent d'un site à l'autre avec des règles d'exclusion ou des règles plus ou moins compliquées. Comment définir F ? Donc, comment définir ce F, hein, ce quasi-potentiel? Bon, j'ai mon système de taille L, et maintenant je peux le couper en morceaux de taille petit l, qui est L sur petit m morceaux. Et donc, si j'observe mon système à un certain temps, il va y avoir N1 particules dans la première boîte, N2 particules, Nm particules dans la dernière boîte. Et je peux introduire une densité donc, qui va être N1 égale ρ1 fois L, donc ça va être la densité de particules dans la première boîte, Nm égale ρm fois L, la densité de particules dans la Lième boîte, et donc là, je retombe sur une situation avec un nombre fini de paramètres. Hein. Donc pour les ρ1, ρm, c'est un système de m paramètres, et donc je m'attends, puisque le bruit est petit, à ce que PL de ρ1, ρm soit de la forme et puissance moins une certaine fonction fois de ρ1, ρm, et comme le bruit est petit, il y a un petit l devant. Et donc ça, c'est une fonction qui va dépendre de toutes ces densités dans toutes ces boîtes. Et maintenant, si j'augmente le nombre de boîtes, je coupe en tranches de plus en plus fines, eh bien, le f, il va tendre, le f de ρ1, ρm, il va tendre vers la fonctionnelle de ρ de x. Alors, il y a quelque chose qui va nous tomber de manière facile, et on va apprendre quelque chose de ça à partir d'une remarque sur les fonctions génératrices
Ah, non, je ne voulais pas l'effacer, celui-là. Alors, on remarque, très souvent, enfin, en physique statistique ou même dans d'autres domaines, c'est plus pratique de penser en termes de fonction génératrice des quantités. Donc la fonction génératrice, ça va être, si je connais la probabilité d'avoir N1, Nm, hein, donc je laisse mon système évoluer, les particules sautent dans tous les sens, et puis je prends une photo à un certain moment, et sur cette photo, je trouve un certain nombre de particules dans chacune des boîtes. Puis après, je laisse encore évoluer, je reprends une autre photo et tout ça. Et donc, de cette manière, je vais avoir un histogramme du nombre de particules dans la première boîte, dans la millième boîte, et ça, c'est la probabilité. Et donc, ce qui est plus pratique, enfin, ça peut être pratique d'introduire la fonction génératrice N1 plus alpha m Nm, hein, donc c'est la moyenne avec cette probabilité. Et vous voyez que si le P a cette forme, donc je le remplace ici, eh bien, ça va être une intégrale d-ρ1, d-ρm. Alors, cette chose-là, ça va être e puissance L 1 sur m, somme sur i de alpha i rho i. Hein, juste vous remplacez les nm par ce qu'ils valent. Et puis, ici, j'ai moins f de ρ1, ρm. Et donc, parce qu'il y a un L devant, eh bien, tout ça va être dominé par le choix des ρi qui rend ça maximum. Et donc, le grand G, ce sera le maximum sur tous les ρi de ça. Mais la chose importante, c'est que ceci, ça va être e puissance L, un G de alpha 1, alpha L. Donc, la dépendance dans L, elle est telle que je l'ai écrite. Donc, c'est d'une certaine manière ce qu'on appellerait d'habitude l'extensivité. Hein, ces quantités-là, c'est un peu comme des fonctions génératrices ou des fonctions de partition. Et donc, il y a une espèce d'extensivité qui dit que ceci est proportionnel à L. Alors, bon, toutes ces fonctions, enfin, il y a un L ici. Si je prends la fonction génératrice, il y a un L aussi. Bon, qu'est-ce que j'apprends à partir de là? Eh bien, j'apprends la chose suivante. Supposez que je m'intéresse aux corrélations entre le nombre de particules dans la boîte I et la boîte J. Alors, l'intérêt de toutes ces fonctions génératrices, c'est que quand on veut calculer les fonctions de corrélation, c'est juste, il suffit de dériver ces fonctions. Il suffit de dériver le log de cette fonction. Donc, je ne sais pas, appelons ça psi. Et donc ça va être d2 psi sur d alpha i, pardon, pas d2 psi, d2 log psi sur d alpha i, d alpha j. Hein, donc c'est juste un calcul élémentaire. Hein, chaque fois que je dérive par rapport à alpha, ça fait descendre un n. Donc voilà ce que me donnent ces corrélations. Et donc, à cause de cette extensivité dont je viens de parler, qui est encore écrite, eh bien ceci, ça va être L d2g sur d alpha i, d alpha j. Et donc, ce que vous voyez, c'est que les n, c'est un nombre de particules. Si j'ai envie de penser en termes de densité, ça va me dire que les densités, hein, les ni, ils sont égales à L sur petit m fois ρi. Donc, ce que ça m'implique, c'est que ρi, ρj, chaque n vient avec un L, ils vont être en 1 sur L. Donc, peut-être vous vous souvenez qu'on avait vu que les corrélations, elles sont en 1 sur L. Et bien là, ça me dit que les corrélations entre deux densités, elles vont être en 1 sur L. Après, si je veux savoir précisément ce qu'elles sont, il faut que je connaisse la fonction G, que je me fatigue, mais elles sont en 1 sur L. Mais ça m'apprend quelque chose de plus. Si je continue à prendre des dérivés, ça me dit que ρi, ρj, ρk, il va être en 1 sur L2.
et ρi, ρj, ρk, ρl, il va être en 1 sur L3. Donc, je peux déjà savoir la façon dont toutes les corrélations vont décroître avec la taille du système. Et vous vous souvenez sans doute que j'avais dit que bien que les corrélations soient faibles, comme elles sont à longue portée, eh bien, elles ont des effets sur les fluctuations de toutes les quantités qu'on peut essayer de considérer. Donc, ce que je veux dire, c'est que pratiquement gratuitement, dès qu'on a une forme de ce genre et qu'on peut développer, prendre des dérivés par rapport au alpha, eh bien, on a toutes ces corrélations qui sont de cette forme. Alors maintenant, j'en viens à essayer d'obtenir l'équation de Hamilton-Jacobi. Et donc, maintenant qu'on travaille sur un système étendu, une trajectoire, elle va être spécifiée par un profil de densité à tous les temps entre 0 et tau, si vous voulez, et puis un profil de courant. Donc c'est ça, il faut que je dise pendant tous les temps, disons, tau prime compris entre, disons, moins tau et 0, quels sont les profils de courant et de densité. Et la probabilité d'une trajectoire, je vous l'avais dit la dernière fois, ça se calcule exactement comme on l'a fait pour l'équation de Langevin. La probabilité d'une trajectoire, ça va être E puissance moins L. L, c'est la taille du système, c'est le bruit qui est petit, et intégrale de 0 à tau, d tau, intégrale de 0 à 1 dx, et puis J plus d rho rho prime sur 2 sigma de rho au carré. Et si on avait envie de rajouter un champ qui dépend de la position, il y aurait ce terme-là. Bon, j'en parle pas, mais il va réapparaître d'une certaine manière. Mais ce qui est facile à comprendre, c'est que ça provient simplement, enfin une façon de le comprendre, c'est simplement l'hydrodynamique fluctuante. On avait vu que le courant, il est égal à d de rho rho prime plus un bruit. Et le bruit a une variance sigma. Donc, qu'est-ce qu'on a écrit là? On a écrit que J plus d de rho rho prime, c'est un bruit gaussien de variance sigma. Donc, on n'a pas écrit des choses tellement compliquées. Et maintenant, bien, on va refaire le même coup que pour l'équation de Hamilton-Jacobi. On veut dire que la probabilité dans l'état stationnaire est de la forme moins L, une fonctionnelle de rho de x. Et bon, le coût, ça c'est la probabilité d'être dans ce profil. Cette probabilité, eh bien, elle va, si je pense en termes de trajectoire, eh bien, je vais dire que pour être en rho de x à un instant donné, mais l'instant importe peu puisque je suis dans le régime stationnaire, il fallait que je sois dans un point voisin à l'instant précédent, et puis que je paye le prix du trajet, et le prix du trajet, c'est plus d tau intégrale de 0 à 1 dx, et là j'ai j plus d de rho, rho prime au carré, sur 2 sigma. Et donc ça, c'est le prix que j'ai payé. Il y a un certain courant qui s'est produit pendant cet instant. Et maintenant, comment le delta ρ est relié au courant? J'ai cette loi de conservation. J'ai que delta ρ sur... la loi de conservation, c'est d ρ sur dt plus dj sur dx égale 0. Donc c'est delta ρ égale moins dj sur dx d tau.
Et donc, vous voyez, on va faire le calcul, qui n'est pas très compliqué, mais vous voyez que ici, j'ai quelque chose qui est quadratique dans ce courant. Là, le delta ρ, il va être linéaire dans le courant. Bon, il est linéaire dans la dérivée du courant, mais en fait, ça, c'est quadratique dans le courant, ça, c'est linéaire dans le courant. Et donc, on va faire une intégrale, on va chercher le minimum, c'est le minimum d'une parabole, ou bien comme tous ces gens-là sont dans des exponentielles, on fait une intégrale gaussienne et on arrive au résultat. Alors, il y a une petite difficulté mineure, enfin bon, plus ou moins mineure selon l'attention qu'on y porte. Donc là, je vais développer à l'ordre linéaire dans le delta ρ. Donc on a f de ρ égale f de ρ plus minimum sur delta ρ de intégrale de 0 à 1 de dj sur dx alors c'est des dérivées fonctionnelles, df delta f sur delta ρ de x, plus donc j plus d de ρ, ρ' au carré sur 2 sigma. Et là, c'est dx. Et devant, il y a un détaux. Il y a un détaux qui vient d'ici, un détaux qui vient de là. Et donc, ce que je voudrais, c'est que quand je calcule tout ce minimum-là, il faudrait que ça vaille 0, parce que le f, il est égal au f. Alors, bon, comme je vous le dis, c'est quadratique dans les J. Le petit embêtement, j'espère que je n'ai pas fait de faute de signe, le petit embêtement, c'est que ici j'ai J et là j'ai dJ sur dx. Alors, comment on fait? On fait une intégration par partie. Et donc, si on fait une intégration par partie, on obtient intégrale de 0 à 1 de j, alors il y a un moins, j d sur dx de delta de f sur delta de ρ de x, plus j plus d de ρ, ρ' au carré sur 2 sigma. Et là, il y a un dx. Voilà. Et donc, il faudrait que ceci, le minimum sur les j, ça vaille 0. Donc ça, c'est facile, puisque les j en différents points ne sont pas corrélés. C'est facile, il y a juste une petite subtilité, c'est que quand on fait l'intégration par partie, il y a des termes de bord. J'ai mis 0, ils sont à 0. Pour le justifier, c'est un peu compliqué. Il y a une autre façon de le faire qui permet de le justifier mieux. Peut-être avec des mots, c'est juste de dire que dans tout ça, j'ai écrit une loi de conservation du nombre de particules. Mais en fait, quand on est pile au bord, il y a des échanges avec les réservoirs, et donc le nombre de particules n'est pas conservé. Donc il n'est pas conservé, il faut faire attention à ces conditions au bord. Donc si on fait attention, il n'y a pas de terme de bord. Mais en fait, de temps en temps, on s'inquiète un peu à cause de ça. Donc oublions ces termes de bord, on arrive à ça. Et maintenant, j'intègre sur J comme j'ai fait tout à l'heure, et j'arrive à l'équation de Hamilton-Jacobi, qui est l'équation suivante. J'espère que je l'ai quand même écrite. Donc Hamilton-Jacobi, elle me dit que intégrale de dx, 1 sur 2 sigma de ρ, d de ρ, ρ', moins sigma de ρ, d sur dx, de delta de f sur delta de ρ de x, au carré, moins d de ρ, ρ' au carré, le tout est égal à 0. Donc voilà l'équation de Hamilton-Jacobi dans le cadre de ces systèmes étendus. C'est exactement la même chose. La force, c'est la loi de Fourier qui est là. Donc on voit le terme f carré qui est ici. Et ça, c'est la dérivée du quasi-potentiel qui apparaît là.
Et ce qu'on a, comme tout à l'heure, on a quelque chose en prime. Quand on a cherché le J optimal, on trouve le J qui va minimiser ça. La meilleure façon d'arriver à ce profil de densité, au dernier moment, il y avait un certain courant. Et ce courant, il vaut moins d de ρ, ρ' plus sigma de ρ, d sur dx de delta f sur delta ρ de x. Donc l'équation de Hamilton-Jacobi, elle doit être vraie pour tout profil de densité. Ce n'est pas une équation qui donne un profil de densité, c'est quel que soit le profil de densité, il faut que cette équation soit satisfaite. Et cette équation, elle est censée permettre de calculer le quasi-potentiel pour les systèmes étendus. Alors, quand on a cherché le J optimal, ça donne ceci. Voilà. Et ce que vous voyez, c'est que tout à l'heure, j'avais dit il y a un terme, si on avait un champ, il y aurait ce terme de plus, si j'avais un champ qui dépend de la position. Et donc, vous voyez que tout se passe comme si la dérivée du quasi-potentiel jouait un rôle de champ. Donc, pour atteindre la déviation, pour atteindre la fluctuation, le système se comporte exactement comme si on lui avait mis un champ qui dépend du temps et de l'espace, qui est donné par cette expression, puisque le ρ dépend la trajectoire va dépendre de la position et du temps, et donc c'est ça qui va me donner la forme de cette trajectoire. Alors, une fois qu'on est là, eh bien, ça c'est donc la théorie des Italiens, et après on peut travailler en se fatiguant beaucoup. Bon, c'est sûr que la première chose qu'on va dire, c'est que f de ρ bar égale 0, que le quasi-potentiel dans le profil stationnaire vaut 0, puisque c'est le profil le plus probable. Donc, la probabilité d'un profil, c'est égal à la puissance moins LF. Donc, f vaut 0. Mais aussi, si c'est le profil le plus probable, j'aurai delta de f sur delta ρ en ρ bar qui vaudra 0. Et puis après, je peux essayer de faire une théorie de perturbation de ces équations au voisinage de ρ bar. Donc je vais dire, ça c'est à l'ordre 0 à la distance de ρ bar. À l'ordre 1, il ne se passe rien puisque c'est l'extrémum. Et puis à l'ordre 2, je vais dire f de ρ de x, eh bien, ça va être une intégrale sur x sur y de a de x de y, ρ moins ρ bar de x, ρ de y moins ρ bar de y, et puis je mets ça dans les équations de Hamilton-Jacobi, et je trouve des équations que vérifient les fonctions de corrélation. Ça me permet, je peux a priori tout développer comme ça. Et ça, c'est faisable et pas agréable à faire, et on s'arrête assez vite, mais a priori, il n'y a rien qui m'empêche, à partir des équations de Hamilton-Jacobi, de calculer la forme du quasi-potentiel à l'ordre que je veux autour du profil maximal. Mais je ne pense pas que les gens aient été calculés à un ordre plus grand que 3 ou quelque chose comme ça, mais a priori, ça donne le quasi-potentiel. Alors, une remarque que je fais, c'est qu'est-ce qui se passe à l'équilibre? Quand le système est à l'équilibre, c'est-à-dire, supposons que ρA et ρB, ρA égale ρB, égale une certaine valeur ρ étoile. Donc si j'attends longtemps, le système va être à l'équilibre. Bon, j'avais fait le calcul la dernière fois. C'est un calcul assez facile à faire. On peut montrer que le quasi-potentiel, peut-être je le mettrai dans les notes, c'est peut-être pas la peine d'y passer trop de temps, le quasi-potentiel, dans le cas d'équilibre, est
donné par l'intégrale de 0 à 1 de f de ρ de x moins f de ρ étoile moins ρ de x moins ρ étoile f' de ρ étoile, où f, c'est l'énergie libre, f de ρ, c'est l'énergie libre par unité de volume. J'avais expliqué l'année dernière, mais je le remettrai rapidement dans les notes. Donc ça, c'est la fonctionnelle dans le cas d'équilibre. Si on prend ça et qu'on le met dans le J optimal, eh bien, je vous laisse faire le calcul. Il y a un sigma, il y a un ρ, il y a un d, pardon, il y a un sigma, il y a un d. Vous vous souvenez sans doute que le d et le sigma ils sont reliés à une dérivée de l'énergie libre. Donc, quand vous mettez ça là-dedans, vous trouvez qu'à l'équilibre, eh bien, J est égal à plus d de ρ, ρ', ce qui indique ce qu'on a vu plusieurs fois, c'est que la trajectoire pour atteindre la fluctuation, c'est l'opposé de la trajectoire de relaxation. Voilà. Alors, donc, il y a cette équation de Hamilton-Jacobi. Elle est difficile à résoudre, mais en fait, si quelqu'un vient et vous dit « moi, je connais le quasi-potentiel », vous le mettez dans l'équation et vous pouvez voir s'il vous dit juste ou s'il vous dit faux. Et donc ça, c'est un peu ce qui s'est passé au début des années 2000. Où en fait, par une méthode microscopique, dont je vais parler un peu plus tard, bien, il y a un calcul du quasi-potentiel qui a été fait. En fait, c'est un travail qu'on avait fait avec Joël Lebowitz et Gene Spear en 2001. Et donc, pas du tout par Hamilton-Jacobi, mais par un calcul microscopique, encore une fois, dont je vais parler, on est arrivé à une expression du quasi-potentiel que je vais vous écrire. Et on va la mettre dans l'équation et on va voir que ça marche. Et alors, ça prend, enfin, il y a deux ou trois façons un peu différentes de l'écrire. C'est le minimum sur toutes les fonctions f de x, f monotone, et f de 0 égale ρa, f de 1 égale ρb, de quelque chose qui est intégrale de 0 à 1. Alors, bon, il y a une partie qui est facile, qui est une distribution de Bernoulli, en fait, b de ρ de x, f de x, je vais dire ce que c'est que ce b, plus log de f' de x sur ρa moins ρb. Bon, et b, c'est juste fois dx. Donc ça, c'est la formule de cette fonctionnelle dans le cas de l'exclusion symétrique. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que B? Bien, B, c'est B de ρ et de f, c'est égal à ρ log de ρ sur f plus 1 moins ρ log de 1 moins ρ sur f. 1 moins f, pardon. Voilà, donc c'est la distribution qu'on observerait si on joue à pile ou face, par exemple. Hein, si vous avez... Attendez, je prends les notes correctement. Donc là, c'est la distribution de Bernoulli. Donc si vous tirez à pile ou face, vous avez... attendez, donc si vous tirez pile, enfin, si vous avez une pièce qui est faussée, donc elle tombe sur pile avec probabilité F, et elle tombe sur face avec probabilité 1 moins F. Et si vous calculez la probabilité
d'observer n ρ pile. Hein, donc normalement, vous allez observer la loi des grands nombres, nf, quand vous tirez, faites n tirages, ça va être e puissance moins n, j'espère que j'ai mis le moins au bon endroit, b de ρ et de f. Donc, c'est cette distribution de Bernoulli qui a cette forme-là. Et donc, vous voyez que il faut chercher le f optimal qui vérifie tout ça. Bon, quand on cherche quelle est l'équation pour ce f optimal, je ne vais peut-être pas effacer Hamilton-Jacobi. Quand on cherche l'équation qui donne ce f optimal, eh bien, on trouve qu'il faut résoudre une équation différentielle qui est ce qu'elle est, qui est non linéaire, etc., qui est qu'il faut trouver ρ égale f plus f à moins f seconde sur f' carré. Donc, c'est une équation du deuxième ordre, mais la solution est fixée puisque f de 0 égale ρa, f de 1 égale ρb. Donc, si je vous donne un profil, il faut calculer le f, on met là-dedans, on a la fonctionnelle. Voilà en quoi consiste la solution. Alors, est-ce qu'on voit que la solution rentre dans les équations de Hamilton-Jacobi? Bon, ben, je l'ai encore refait hier soir à la main, pour être sûr. Et donc, si vous prenez un certain ρ, alors c'est peut-être plus facile, puisque ρ, au lieu de se dire je vais essayer de résoudre f en fonction de ρ, c'est plus facile de dire bon, ben, je prends un f plus ou moins quelconque, ρ sera donné par cette formule, et donc tous les ρ qu'il y a dans cette histoire, je les remplace par cette expression. Ça, c'est le f optimal que vous obtenez en cherchant la fonction qui rend ceci minimum. Bon, donc vous exprimez tout le monde en fonction de ρ, vous mettez ça là-dedans, en disant qu'on parle de l'exclusion symétrique, c'est-à-dire que sigma de ρ égale 2ρ à moins ρ, que d égale 1. Et quand vous rentrez ça dedans, ben, vous tombez sur que Hamilton-Jacobi, c'est égal à intégrale de 0 à 1 de f seconde sur f prime dx. Et donc, ça donne, c'est juste de l'algèbre, n'importe quel petit programme qui fait des calculs algébriques va le faire. Vous prenez le ρ qui est là, vous calculez peut-être qu'il faut que je dise à quoi ressemble, je sais pas, oui, que la dérivée fonctionnelle, elle est égale à log de ρ de x sur f de x 1 moins f de x sur 1 moins ρ de x. Donc voilà la dérivée fonctionnelle. Donc tout le monde s'exprime en fonction de ρ, mais comme ρ s'exprime en fonction de f, tout le monde s'exprime en fonction de f. Vous mettez ça là-dedans et vous trouvez que, d'abord que c'est une formule, il y a des dérivés dans tous les coins, etc. Vous appuyez sur simplification et ça vous donne ça. Et ça, c'est un terme tout intégré qui vaut f seconde sur f prime en 0 et 1. Mais f seconde sur f prime, ils sont reliés par cette formule. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aussi bien le simple fait que ceci vaut 0, ça vient du fait que ρ de 0 égale f de 0 égale ρa, et ρ de 1 égale f de 1 égale ρb. Donc ça donne, ça donne une solution de l'équation de Hamilton-Jacobi. Alors, une autre chose qui peut s'obtenir de manière facile à partir de là, comme je vous l'ai dit, on a l'équation de Hamilton-Jacobi qui nous dit ce que doit vérifier le quasi-potentiel, et d'autre part, quel est le courant, comment le système monte vers la fluctuation. Comment le système monte vers la fluctuation? Eh bien, le J est là, donc connaissant le J, je peux trouver comment la densité évolue, et
d'une certaine manière, il y a un miracle qui est un petit peu incompris, c'est-à-dire que c'est le calcul qui le donne, mais il nous donne que la fonction f, ben, la façon dont elle évolue, c'est moins d2f sur dx2. Donc quand on fait le calcul, on dit quelle est la trajectoire optimale qui m'amène à une fluctuation. Eh bien, le f antidiffuse. Alors, il antidiffuse. Je suis en train de monter, il antidiffuse. Donc, ça veut dire que si je regardais vers le passé, je verrais ce f diffuser. Et s'il diffuse, au bout d'un temps très très long, ça veut dire que je prends n'importe quelle fonction f de x, elle évolue selon cette antidiffusion vers le passé. Donc, c'est comme si elle évoluait selon la diffusion vers le futur. Et donc, au bout d'un temps très très long, la solution va être f à l'instant taux égale moins l'infini, va être ρa 1 moins x plus ρbx, puisqu'elle antidiffuse. Et si je regarde avec le ρ, ça me dit que le ρ, il tend vers f seconde tend vers 0, donc le ρ et le f deviennent identiques, et le f ici, c'est justement le profil stationnaire. Donc en fait, quand je vais vers moins l'infini, le système va bien vers le profil stationnaire comme je m'y attends. Alors, quand je dis que c'est un peu mystérieux, d'une certaine manière, on tombe sur quelque chose qui antidiffuse vers le passé, qui est cette fonction f, et on peut se demander, et je n'ai pas de réponse à l'heure actuelle, dans le cas général de l'équation de Hamilton-Jacobi, est-ce qu'il y a quelque chose qui antidiffuse avec peut-être pas une constante de diffusion constante, mais un peu comme on l'a vu dans la fonction de Green, est-ce qu'il y a quelque chose qui antidiffuse et qui me ramène vers le profil stationnaire? Je pense que c'est une question qui a son intérêt. Alors, juste pour terminer avec ces histoires, donc ça c'est un des exemples pour lesquels on connaît le quasi-potentiel. Il y a quelques autres exemples pour lesquels on connaît le quasi-potentiel qui ont tous, si j'ai bonne mémoire, quelque chose à voir avec un sigma qui est quadratique en ρ. Mais autrement, à l'heure actuelle, on ne connaît pas on ne sait pas résoudre ces équations autrement que de manière perturbative, comme je l'ai dit. Et même, je ne sais même pas, je n'ai pas vu passer un développement en disant quand la différence de densité au bord est petite, puisque quand la différence de densité est nulle, c'est le cas d'équilibre, et là on connaît le quasi-potentiel, j'ai dû l'écrire tout à l'heure, eh bien, quand on est proche de l'équilibre, à mon avis, on n'a pas d'expression, et on se dit que sans doute une méthode perturbative devrait permettre de le faire. Alors, je le dis, peut-être que quelqu'un connaît la réponse, mais moi, je ne l'ai pas vu passer. Bon, alors, ce que je vais faire pour terminer, c'est de commencer à vous expliquer d'où ce type de résultat est sorti. Et il est sorti d'une solution qui est du modèle microscopique, qui est inspiré de méthodes qui ont été beaucoup utilisées dans les chaînes de spin quantique, dont on va entendre parler tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'on appelle une méthode matricielle. Donc c'est une méthode qui permet de résoudre certains modèles entre guillemets intégrables, c'est-à-dire qui ont des propriétés. On avait parlé de modèles intégrables dans le cadre de la chaîne de Toda. Ici, c'est intégrable, mais pas dans le sens où il y a beaucoup de quantités conservées, mais plutôt dans le sens où on est capable de calculer les vecteurs propres et les valeurs propres d'un certain opérateur d'évolution. Donc, je vous rappelle ce que c'est que le modèle d'exclusion symétrique. Vous avez un système de longueur L. Donc, c'est un système classique, bien que les méthodes soient empruntées des chaînes de spin quantique. Et les sites sont soit vides, soit occupés par une seule particule.
Et maintenant, des particules rentrent avec un certain taux, ici, alpha, et sortent avec un taux gamma, et là aussi, ils sortent avec un taux bêta, ils rentrent avec un taux delta. Donc c'est ça qui va me rendre l'effet des thermostats. Et donc la question qu'on se pose, c'est quelle est la probabilité d'une configuration quelconque dans l'état stationnaire. Bien sûr, si j'ai ça, ben, ça me permettrait de calculer le quasi-potentiel. Quand j'ai ça, il faut me fatiguer encore un peu plus pour calculer le quasi-potentiel, mais ça, c'est un peu l'équivalent pour un système à l'équilibre de dire c'est le poids de Boltzmann. Alors, cette méthode matricielle, donc, bon, il y a peut-être d'autres façons un peu plus compliquées ou un peu différentes de résoudre ce problème. D'ailleurs, notre orateur Gunther Schutz, il avait contribué à ça à certains moments, mais bon, finalement, il y a une méthode qui est peut-être conceptuellement un peu plus facile à utiliser, qui est la méthode matricielle, qui est de se dire, bon, quelle est la probabilité d'avoir un certain nombre d'occupations. Donc le nombre d'occupations sur chaque site, il vaut 0 ou 1. Chaque site est soit occupé, soit vide. Il y a 2 puissance L configurations. Quelle est la probabilité d'observer une configuration donnée, que je spécifie par la donnée de tous ces nombres d'occupations? Et la méthode matricielle, elle suppose, elle va supposer quelque chose, et on va après coup vérifier que cette supposition est correcte. Elle suppose que cette probabilité est donnée de la manière suivante. Alors j'utilise des notations de physique quantique, hein, standard. Elle est donnée par un produit de matrice qui va du site 1 au site N. Donc je regarde mon système, et puis en regardant s'il est occupé ou vide, j'ai 2 matrices qui valent D ou E. Ça, s'il est occupé, s'il est vide. Et je forme comme ça un produit de matrice. Quand je vois que le premier site est vide, je mets une matrice E. Ensuite, je mets une matrice E, je mets une matrice D, une matrice E, D, D et E. Et donc, le poids de cette configuration, ici, vaudrait W, E carré, D, E, D3, E. Et puis, il y a une constante de normalisation devant, dont on reparlera un peu plus tard. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de se dire, essayons de voir s'il n'y a pas... l'état stationnaire ne pourrait pas se mettre sous cette forme. Et la réponse est oui, mais à condition que, bien sûr, si je prends n'importe quoi comme matrice et comme vecteur, il n'y a aucune chance que ce soit la bonne solution. Mais dans le cas présent, en fait, ce qu'on avait pu montrer, c'est que si les matrices et les vecteurs vérifient des règles algébriques qui sont assez simples, que le vecteur de gauche... Hein, donc ça, ça c'est une matrice, là c'est un vecteur à gauche, et ça c'est un vecteur à droite. Donc ceci c'est un nombre. Hein. Alors, si ça vérifie alpha E moins gamma D égale W, bêta D moins delta E V égale V, bien DE moins ED égale D plus E, alors, on va le voir, alors, si j'ai des matrices et des vecteurs qui vérifient ces règles algébriques, si je calcule les poids à partir de ces matrices, je n'ai pas encore dit comment on calcule les poids, ni à quoi ressemblent ces matrices, mais ça me donne l'état stationnaire. Alors, je vais essayer de le montrer. Et, en fait, le montrer, ce n'est pas très compliqué, mais il faut faire le bilan. Normalement, il faudrait voir pour chaque configuration si effectivement ça donne bien l'état stationnaire. Alors, je vais essayer de le faire en prenant un peu de place. Je vais le faire ici. Donc,
ce que je vais faire, c'est que je vais le faire dans le cas d'un exemple. Et une fois qu'on l'a vu sur un exemple, après, c'est facile de le montrer dans le cas général. Donc, je vais me contenter d'un exemple. Je vais dire, voilà, prenons une configuration où il y a un certain nombre de sites occupés et un certain nombre de sites vides. Et donc, je vais supposer qu'il y a n sites occupés et m sites vides, ici, et n sites occupés. Et donc, si je crois ce que me disent ces poids, le poids de la configuration, eh bien, ça va être W D puissance n, E puissance m, V. Puis il y a la constante devant, mais bon, la constante, c'est juste une normalisation, ce n'est pas très important. Et donc maintenant, ce que je voudrais voir, c'est comment la dynamique fait évoluer le poids de cette configuration. Alors, il y a des événements qui vont faire que je vais sortir de cette configuration et des événements qui vont faire que je vais rentrer dans cette configuration. Donc je vais avoir, comme un peu quand on fait un bilan financier, j'ai un gain, une perte, et pour que ça soit le régime stationnaire, il faut que les gains équilibrent les pertes. Alors, comment je peux rentrer dans cette configuration? Eh bien, par exemple, une particule, je serais parti de la configuration où ce site est vide et une particule est entrée. La configuration où ce site est vide, c'est le même poids, sauf qu'il y a un E au début à la place du D. Donc ça va être W, E, D, N-1, E, M, V, des gains plus importants que je pensais. Et il y a alpha dedans. Donc je suis parti d'une configuration où il y avait un trou en première ligne, et puis sur le premier site, et avec un taux alpha, je suis rentré. Ou bien, j'étais dans une configuration où le site occupé était là, et il a sauté vers la gauche, donc il y a plus W, D, N-1, E, D, E, N-1. Ou bien, comment j'ai pu rentrer? Il y avait une particule qui était sur le site, le dernier site, et elle est sortie, donc c'est plus bêta W dN E M-1 dV. Donc ça, c'est la liste des gains. C'est tout ce qui me fait rentrer dans la configuration. Qu'est-ce qui me fait sortir? Eh bien, à chaque endroit rouge, il y a la sortie possible. Donc, pour sortir, il fallait que je sois dans la configuration. Pour sortir, il fallait toujours y être. Et puis, il y avait un taux bêta avec lequel la particule qui est ici est sortie. Bon, et puis de même, ici, les pertes, il y a V, dN, EM, V. Donc ça, c'est la perte qui est due au fait que la particule au milieu là, saute vers la droite. Et il y a une perte qui est... attendez, qu'est-ce que je suis en train de dire? Là, c'est gamma. Pardon. Et là, c'est delta V, dN, EM. C'est une particule est entrée par la droite. Et donc, ce que je veux, c'est montrer que tout ça s'équilibre. Alors, je vais faire la différence entre les gains et les pertes, et j'ai organisé le tableau de façon à ce que sur chaque ligne, ça se simplifie. Donc, regardons la première ligne. On a E alpha moins gamma D. Mais E alpha, alpha E moins gamma D, c'est juste le vecteur lui-même. Donc, cette première ligne, elle se simplifie, et elle me donne dn-1, E, elle me donne dm-1, EM, VW. La deuxième ligne, vous voyez que les deux mots, là, ils se ressemblent beaucoup. La seule différence, c'est que là, il y a ED, et là, il y a DE. Mais ED moins DE, c'est égal à moins D plus E. Donc ceci, c'est égal à moins V dn-1 E
m-1 d plus e. Et la dernière ligne, je vous laisse le faire, c'est juste, il ne faut pas que je me trompe, ça va être bêta moins, donc ça va donner v d n dn e m moins 1. Et donc quand vous regardez la somme, vous voyez que ce terme-là s'en va avec celui-là, et que ce terme-là s'en va avec celui-là. Et donc ça fait 0. Et ce qui se passe, c'est que cette simplification, en fait, elle se produit pour toutes les configurations. Et donc ça permet de montrer qu'on connaît l'état stationnaire du système. Et donc l'étape suivante, c'est de savoir est-ce qu'avec ces règles algébriques, on peut calculer quelque chose, et en particulier, est-ce qu'on peut obtenir le quasi-potentiel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors je terminerai ça rapidement la prochaine fois, et je parlerai surtout des fluctuations de courant qui eux-mêmes s'appuient sur cette théorie macroscopique des fluctuations. Je vous remercie.